Alors, Roxane m'a fait part du timing, puisque la régie nous informe que nous avons, et nous le savons hein, d'ailleurs, mais maintenant on fait semblant de ne pas savoir chaque jour, donc on fait semblant de tomber des nues à chaque fois. Donc il paraît qu'on n'a que jusqu'à 19h30, c'est un scandale. Voilà, donc on va tout de suite enchaîner avec, si je peux me permettre, me passer l'expression, Hassen et Fabienne. Voilà, parce que je commence à avoir des trous de mémoire, je pense qu'on est à la 50e partie. Pourquoi ? Mais nous ne faisons pas ce genre de distinguo ici. Nous sommes dans une structure égalitariste. Ah, alors bon, ça va. Ok, donc Fabienne et Hassen, ou Hassen et Fabienne, qui vont nous parler d'un programme qui s'appelle Matrice et de tout un tas de choses passionnantes. Donc du coup, je vais vous passer 2 micros, parce que comme j'expliquais à Fabienne, le programme est enregistré et sera rediffusé sur les réseaux. Tac. Voilà, Fabienne, tac, un micro, c'est bien. Est-ce que vous avez une presse ? Tout à l'heure, on mettra quelques transparents juste pour guider les discussions. Là, vous êtes carrément hors champ. Je commence à connaître le cadre. Ouais. On va se décaler. Si vous voulez des chaises, on peut aussi mettre des chaises. Non, c'est bon ? On va se mettre ok, super. Et du coup, de quoi est-ce que vous allez nous parler ? Eh ben, on va parler en fait de sciences ouvertes. De sciences ouvertes. Voilà, de sciences citoyennes et puis d'évolution en fait de ce que sont les sciences ouvertes et sciences citoyennes, avec une ouverture progressive à différents types de publics. C'est bon ça. Et puis surtout une qualité accrue en fait de participation, parce que justement les gens qui font la science ouverte, on commence à s'intéresser vraiment aux méthodes pour introduire en fait, mets bien ton micro sur ton menton, Hassen, sinon on t'entend pas. À la science. Donc du coup, Fabienne, est-ce que tu peux nous expliquer Jean, quelles sont ces évolutions ? Oui, on va parler de ça et aussi du rôle des étudiants là-dedans. C'est-à-dire comment on peut mixer sciences ouvertes, sciences citoyennes et pédagogie. Bon, et c'est tout le monde en fantastique. bénéficie. Donc c'est le modèle de la matrice, quoi. Et donc ce qu'on va faire, c'est que j'avais vraiment envie de partager avec vous un petit point de vue personnel sur la place des femmes dans les STEM, le résumé en 2 minutes de mon expérience de 20 ans. Et ensuite, il se trouve qu'il y a un de mes étudiants qui est là. Et j'avais envie qu'ils témoignent avant même que je parle, parce que c'est un groupe d'étudiants à qui je me lâche complètement, ils sont géniaux, donc je peux faire plein d'expériences pédagogiques avec eux. Je leur annonce, je leur dis, bon, on va essayer un truc bizarre aujourd'hui, voilà. Et je me disais que ce serait intéressant pour vous d'avoir son point de vue à lui, plutôt, avant que moi, je vous raconte les méthodes qu'on met en place. Comme ça, vous avez le consumer point of view. Voilà. C'est une excellente idée. Et super, on va commencer tout de suite. Voilà. Merci, on y va. Donc, le petit témoignage personnel, c'était que j'ai pas mal réfléchi à la place des femmes dans les STEM. Moi, je suis scientifique, je suis chercheur au CNRS en sciences cognitives, un domaine où il y a quand même une grosse partie qui est principalement autour de l'informatique, notamment, moi j'ai fait ma thèse dans un labo de neurosciences computationnelles, donc c'était que des modèles informatiques, voilà. Et ça m'a pris, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai réfléchi après coup pourquoi j'avais rencontré autant de difficultés et pourquoi surtout j'avais mis autant de temps à me rendre compte que je rencontrais des difficultés. Et je me suis rendu compte que depuis toujours, moi, je traîne surtout avec des garçons. Voilà, et si vous voyez la bande de punk à chiens à côté de la gare, il y a une fille qui traînait avec eux, c'était moi. Et parce que d'abord, il y a par affinité, je m'entends mieux avec les hommes, c'est plus facile la communication, etc. Et aussi par centre d'intérêt, parce que mes centres d'intérêt depuis toujours sont des centres d'intérêt. En tout cas à l'époque, moins maintenant, mais à l'époque c'était des centres d'intérêt qui étaient très très genrés, quoi. La science, le jeu de rôle, les ordinateurs, le heavy metal, enfin toutes ces choses-là. Donc j'avais l'habitude d'être la seule femme dans un environnement masculin où qu'on soit pas beaucoup, et c'était une habitude. Du coup, je m'étais jamais posé la question de ma posture de femme dans un environnement masculin, parce que j'ai toujours connu que ça. Et jusqu'à à peu près 25 ans, ça m'a pas posé de soucis, en tout cas pas que j'ai remarqué. Et puis à partir de 25 ans, donc, quand le niveau augmente, donc ça c'était pendant ma thèse, commence à y avoir plus d'enjeux, le niveau augmente, donc il y a une question aussi de monter dans la hiérarchie un petit peu. Et là, j'ai commencé à avoir plein de soucis et j'ai pas compris. C'était les soucis, c'est que tout à coup, mes idées, elles n'étaient pas intéressantes. Tout à coup, les boulots que je produisais, c'était jamais assez bien. Tout à coup, quand j'intervenais en réunion, les gens ne réagissaient pas.
Alors je me disais, attends, je dois vraiment dire de la merde pour que les gens l'ignorent à ce point-là. J'avais honte de moi. Hein. Et ça m'a pris à peu près... ça s'est accumulé comme ça pendant 5 ans. Je vois vos sourires. Je suis sûre que c'est des expériences que je ne suis pas la seule à avoir eues. Et pendant ces 5 années-là, la seule explication que j'avais, c'est que j'avais atteint mon maximum de compétences et que, en fait, j'étais pas aussi bonne que ce que je croyais, voire peut-être j'étais vraiment très mauvaise pour avoir des résultats aussi négatifs dans les réactions des gens, quoi. Parce que des fois, on est rapide pour penser, des fois, on est un peu lent. Donc moi, j'ai attendu jusqu'à 30 ans avant de commencer à avoir mes premiers doutes. Me dire, ah, mais c'est peut-être pas que moi. Et puis de me rendre compte que j'avais des collègues féminines qui avaient des problèmes un petit peu similaires aux miens, etc. Mais commencer à réfléchir un peu. C'est peut-être pas que moi, mais j'avais pas envie de reconnaître qu'il y avait un souci de biais, qu'il y avait un souci d'abord parce que j'étais dans la science. Et nous, les scientifiques, on est nobles, d'accord ? On a une mystique de la science. On est nobles, on est des on est des êtres de raison, on est des êtres rationnels. Donc évidemment, des choses comme les biais implicites, la discrimination, ça ne peut pas exister chez nous scientifiques. Donc je ne voulais pas admettre ce qui m'arrivait. Ça m'a pris beaucoup de temps et pendant encore de longues années, je me suis beaucoup remise en question en me disant que c'était forcément moi qui étais défaillante parce que ça ne pouvait pas être le monde de la science pour lequel j'avais une telle admiration. Bon, au bout de 10 ans, arrivé à l'âge de 40 ans, je commençais à me dire non, vraiment, il y a un vrai souci. Et en fait, ce qui m'a ouvert les yeux, c'est de faire le parallèle avec ce qui se passe pour le racisme. C'est-à-dire qu'il y a un racisme évident, flagrant, mais qui finalement est que la toute petite partie de l'iceberg. Et les impacts les plus délétères du racisme, c'est le racisme institutionnel, c'est toutes les choses qui ne sont pas dites parce que personne ne l'assume, mais c'est quand même acté, parce que les biais implicites, ils sont là. Et personne ne veut en prendre conscience parce que ça ne nous intéresse pas, parce que les gens qui prennent les décisions ne sont pas affectés par les conséquences des biais racistes et par les conséquences des biais des discriminations contre les femmes, puisque c'est plutôt quand même des hommes blancs, il faut dire les choses comme elles sont. Et après avoir fini par finalement vraiment prendre conscience du problème qu'il y avait, dans un premier temps, je me suis rebellée, j'ai râlé, j'ai protesté. Je me suis rendu compte que ça ne servait strictement à rien, à part à me griller auprès de tous les gens qui m'entendaient protester. Un autre élément aussi que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, c'est que ces biais de discrimination contre les femmes dans le monde de la science ne sont pas actés que par des hommes. En fait, ils sont autant actés par des femmes qui sont en position de décision que par les hommes en position de décision, voire plus. Et pareil, de la même manière que je ne pouvais pas admettre que ce milieu que je vénère tellement, qui est la science, soit corrompu par de tels biais, je n'arrivais pas à admettre qu'une femme puisse faire un coup pareil à une autre femme. Mais bon, au bout de 10 ans, j'ai fini par voir le cas de figure suffisamment souvent pour me dire non, si quand même, il y a les faits, quoi, voilà. Et donc, râler, protester ne sert à rien à part passer pour l'hystérique de service et se griller auprès de tout le monde. Donc, en fait, ce n'est pas une bonne stratégie. Et donc, ce que je voulais partager avec vous, c'est la stratégie que j'avais fini par choisir. Et dont je suis assez contente parce qu'elle a le mérite qu'au moins, je ne me mets plus la rate au courbouillon et que mes conditions de travail sont bien meilleures. C'est-à-dire que maintenant, quand je me rends compte que je suis en collaboration avec des gens qui manifestent... Alors, je le vois mieux quand ils le font avec les autres. On a toujours un point aveugle quand il s'agit de soi, mais quand on observe comment ça se passe avec les autres, tout à coup, on n'a plus trop de doutes. Ah non, c'est pas normal qu'il s'adresse comme ça à cette étudiante en l'appelant ma petite chérie. Non, c'est pas OK, quoi. C'est pas normal qu'il parle comme ça à la secrétaire. C'est pas, voilà. Donc, du coup, en regardant ce qui se passe avec les autres, j'ai décidé de juste boycotter. C'est-à-dire que quand je me retrouve face à un potentiel collaborateur ou un collaborateur qui a ce genre d'attitude, ben moi, j'arrête. Je retire mes billes petit à petit, discrètement, et je me barre parce que je refuse de travailler avec des gens comme ça. Parce que je ne veux pas, avec mon travail, encourager leur attitude. Donc ça, c'est l'étape numéro 1, c'est le boycott. Et l'étape numéro 2, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte, en commençant à boycotter les gens qui ont une attitude comme ça, qu'il y avait plein de potentiels collègues, collaboratrices, femmes, que j'avais jamais considéré. Et là, je me suis pris une claque parce que je me suis rendu compte que si je les avais jamais considérés, c'est parce que j'avais moi intériorisé tous ces biais qui ne sont pas forcément les miens
si je les réfléchis, ça me paraît évident, mais c'est des attitudes, c'est des habitudes de travail finalement. C'est que c'est tellement pas choquant de voir une femme interrompue dans une réunion alors qu'elle dit un truc intéressant, c'est tellement habituel et normal, banal, que finalement on trouve ça normal. Et moi, ça m'est arrivé d'interrompre une femme alors que je l'aurais jamais fait pour un homme. Et donc du coup, quand on en prend conscience, on se dit ah non, c'est pas possible, je suis en train d'alimenter le système même qui m'écrase, ça va pas du tout ça. Donc voilà, les deux grosses attitudes qui m'ont permis de changer ma relation au monde des STEM en tant que femme, c'est ces deux choses-là, c'est le boycott et prendre conscience du niveau d'intériorisation de tous ces biais que moi je peux porter aussi et qui du coup m'empêchent de me rendre compte que face à moi, j'ai une femme qui est brillante, géniale, et avec qui, en fait, finalement, bosser avec elle, ce serait la meilleure chose qui puisse m'arriver. Voilà, ça c'est pour le témoignage de femmes dans les STEM. Maintenant, sur la pédagogie, avant que nous, on décrive un petit peu notre projet, on va demander à Anthony de venir nous dire quelles sont les choses bizarres qui se passent dans nos cours. Bonjour à tous, je m'appelle Anthony, donc je suis étudiant en Master 2 au CRI avec Fabienne comme prof en sciences cognitives. Et il faut dire que la classe a cette particularité de couvrir un horizon, je dirais, mondial des élèves d'origine, des étudiants d'origine diverses et variées, tant japonais, russes, centrale européenne, américano-anglais comme moi, et il y a même des Français et des Françaises. Surtout, par rapport aux femmes, effectivement, des femmes dans le cours, mes collègues directs, sont des motrices dans quasiment toutes les activités que l'on voit partout dans les CRI en ce moment. Donc j'écoute les témoignages de Fabien, je ne me reconnais pas, quelque part, dans les mesures où, oui, ça se passe ailleurs, mais pas ici. Pas chez nous. Pas chez nous. Mais je me rends compte bien que c'est plus compliqué que ça, effectivement. Et donc, au niveau de la pédagogie, proprement dit, il y a... Ce sont des cours qui sont semi-structurés d'une certaine façon. C'est-à-dire que je crois que Fabienne a le programme prévu, mais que toute liberté est laissée à des interventions, à des interrogations, de manière à les satisfaire. Maintenant, il faut admettre que l'objectif n'est pas de nous faire des scientistes en cognition ni en cerveau, mais bien d'avoir un aperçu, du moins, comment ça influe sur l'éducation. Et donc on parle justement de toutes ces questions de biais. Et si on peut prendre un modèle, c'est le travail de Fabienne sur l'autisme, parce qu'à travers l'autisme, elle essaie de nous montrer, de nous convaincre que le parcours éducatif de chacun est individuel et unique, et qu'il faudrait quand même prendre ça en compte à chaque fois. Hein, je ne crois pas dire le contraire. Maintenant, pour certains-uns, ça peut laisser perplexe parce qu'ils ne voient pas le fil conducteur. Il n'y a pas un résumé, on va faire ça, ça, ça et ça. Donc, ça navigue, mais ça construit une connaissance bien plus profonde, je crois, parce qu'on est à la fois, comment dirais-je, à côté de partie magistrale, il y a cette ouverture à des questions. Et on navigue du bas en haut. Donc on peut commencer sur les généralités d'un sujet et elle va nous demander d'investiguer un papier de recherche bien costaud. En fait, nous qui sommes débutants sur plein de plans, donc ça nous tire vers le haut, je crois, très très rapidement sur ces 3-4 mois que nous avons vécu ensemble. Il y a une partie externe au cours qui consiste dans une forme d'évaluation en deux parties, les questions de satisfaction sur le cours, mais aussi des questions un peu plus dirigées sur ce que vous avez appris, ce que vous avez appris, ce que vous avez apprécié, et là où est-ce que vous êtes content. On a un deuxième programme de recherche, enfin partie de recherche qui clôturera le cours. Donc maintenant, on va prendre un sujet cognitif et éducatif et on va essayer de le développer à travers la recherche et à travers, effectivement, des possibilités de faire une enquête.
Par exemple, ça peut être une enquête sur les femmes dans la science, exactement la question qui est posée aujourd'hui. Donc sur les sciences ouvertes, donc c'est ouvert à tous les niveaux, hein, il n'y a plus rien de fermé. Un petit point historique sur l'impact, puisque le titre de notre intervention, c'est l'impact d'éthique sur des technologies de l'information et de la communication sur les sciences ouvertes. Alors, je ne connais pas toutes les disciplines, je peux parler que de ma discipline et des disciplines proches pour moi. Et en fait, la première discipline proche où j'ai vu un changement majeur, c'est en médecine. Et donc ça a commencé il y a un peu plus de 15 ans, puisque avec Internet, en fait, les patients se renseignent sur leur maladie, se renseignent sur ce qui ne va pas. Et donc on a eu, dans un premier temps, toute une génération de médecins qui étaient outrés par ça, parce qu'ils avaient l'habitude d'être les seuls détenteurs du savoir et de jamais être contestés. Et surtout pas d'avoir quelqu'un qui dit ben voilà, moi j'ai ça, voilà les médicaments qu'il me faut, j'ai tout vérifié, la seule chose que je ne sais pas, c'est les dosages, quoi. Donc après une première vague de c'est pas possible, on n'a pas le droit, les médecins ils se sont bien rendus compte que de toute façon c'était comme ça. Et surtout ils se sont rendus compte que notamment dans le cadre des maladies rares ou des maladies chroniques, les patients devenaient de véritables experts de leur propre maladie. Et que finalement c'était beaucoup plus intéressant pour tout le monde de collaborer avec un patient expert. Donc on peut faire le parallèle avec les scientifiques amateurs, parce que finalement la prise en charge est plus efficace et que pour le médecin, la seule difficulté, c'est de mettre son ego un petit peu de côté et de se rendre compte que son patient sait peut-être plus que lui et que du coup, il a peut-être matière à apprendre également. Donc la médecine comme ça a changé et c'est auto-prénommé médecine 2.0. Donc dans la médecine 2.0, il y a l'usage des technologies de l'information et de la communication qui est vraiment implémenté à l'intérieur de la relation patient-médecin et dans la conception même de la médecine. Après, cette approche-là, que moi je trouve très très bien, elle a mis du temps à migrer dans les autres domaines, en tout cas dans mon domaine qui est les sciences cognitives. On est encore très très loin de ce stade-là, même si ça arrive tout doucement. Le modèle qu'on a des sciences ouvertes dans ma discipline, c'est le modèle historique du scientifique amateur qui va contribuer à la science, c'est-à-dire typiquement en botanique ou dans l'observation des étoiles ou en géologie, les scientifiques amateurs ont toujours contribué de manière majeure. La botanique n'aurait jamais existé sans les scientifiques amateurs. Mais ça, ce modèle historique de sciences ouvertes avec participation des citoyens, c'est pas directement applicable en sciences cognitives. Donc on a beau connaître ce modèle, on peut pas l'appliquer. Donc finalement, le seul modèle qui est proposé en sciences cognitives pour l'instant, enfin le modèle dominant, c'est le modèle où le citoyen est contribué à participer à la science, mais en tant que fournisseur de données. Donc c'est un provider de data. Donc c'est bien, ça permet d'aller vers du big data et c'est ce que tout le monde veut faire. Puis on a des gens qui fournissent leurs données, plus on est content. Mais à mes yeux, c'est insuffisant parce que c'est utilisé finalement les participants et notamment les patients à la recherche un petit peu comme du bétail qu'on va traire, quoi. Et en plus, ce qui me pose problème avec cette approche-là, c'est que leurs droits par rapport à leurs données personnelles sont pas forcément totalement bien respectés. Alors pas du tout par mauvaise intention, mais parce que les choses ont évolué tellement vite que sur le plan technique, les labos de recherche n'ont pas forcément les outils pour garantir aux participants à la recherche qu'ils auront un droit d'accès et de rectification à leurs données et que leurs données seront proprement anonymisées, proprement cryptées et qu'elles seront inaccessibles à qui ne devrait pas y accéder. Donc on n'a pas pour l'instant encore les moyens de garantir ça. Donc ça pose deux problèmes. Tu voulais intervenir ? Non, donc ce que tu me dis, c'est qu'en fait le principal problème, c'est vraiment la sécurité des données, en fait, dès que tu parles de sciences ouvertes, en fait. Hein. Oui. Bah, en fait, non, dès qu'on parle de sciences tout court, honnêtement, c'est devenu un problème majeur et global. C'est qu'on n'a pas la puissance de feu dans la recherche de faire des systèmes de protection de données, de suivi des données d'un niveau d'un Facebook, alors qu'on accumule beaucoup d'informations. Et typiquement, j'ai le cas de figure, c'est de retrouver sur une table de réunion où il n'y a plus personne une clé USB. Dans la clé USB, il y a un tableau Excel avec le nom du patient, son numéro de sécu, son numéro de téléphone. Et donc là, on est
totalement à l'encontre de la loi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on est supposé faire en protégeant les données des patients. Alors, du coup, j'interviens encore. Là, en fait, tu parles un peu de protocole. Du coup, donc, en fait, on a des problèmes de sécurité des données, mais une façon d'éviter que ces données soient maltraitées ou mal gérées, c'est de faire en sorte que les personnes qui vont acquérir ces données le fassent de façon correcte. Donc, je crois qu'il y a toute une dynamique en fait que tu lances pour apprendre en fait aux contributeurs à bien gérer un problème scientifique, en fait. C'est ça. Et en fait, ce que je suis un de mes projets, celui dont on a parlé, c'est de monter un système logiciel qui permette aux scientifiques de garantir aux participants à la recherche, enfin de leur donner toutes les garanties que la CNIL exige, que le Conseil de l'Europe exige aussi pour la recherche. Le Conseil de l'Europe est très très bien de ce point de vue-là. Les préconisations qu'il donne sont vraiment excellentes. Donc il y a plus qu'à. Mais il n'y a plus qu'à, c'est 2-3 ans de boulot pour une équipe un peu costaud. Et donc il faut trouver les gens pour le faire, il faut trouver l'argent pour le faire, dans un modèle où il faut publier, investir du temps et de l'argent dans quelque chose qui ne rapportera rien à part garantir les droits des participants à la recherche. C'est pas forcément hyper sexy, mais bon, on est parti là-dessus. Je fais une digression parce qu'elle parle de beaucoup de publier en fait, et l'un des sujets qui va nous intéresser tout à l'heure, c'est comment justement ne pas faire que de la publication, ou bien c'est plus sur la publication pour quand même faire de la valorisation économique derrière, et donc avoir un retour en fait sur le travail qu'on a fait. Ce sera un des sujets de tout à l'heure. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la façon dont tu déploies ton approche sur le thème de l'autisme en fait avec ton projet? Donc comment faire de la science citoyenne et ouverte à un niveau un petit peu au-dessus de vous êtes libre de venir participer à notre expérience. C'est donc le niveau au-dessus que je propose, et c'est donc dans le cadre de l'autisme. Et mon approche de l'autisme est une approche qui renverse le protocole habituel. Donc du coup, comme je renverse le protocole classique, c'est facile pour moi de tout renverser. Tant qu'on y est, on peut tout remettre à plat et recommencer à zéro. En sciences cognitives, ce qu'on étudie très majoritairement, à 99% dans l'autisme, c'est ce que les personnes autistes ne savent pas faire. C'est leur déficit. Or, c'est pas suffisant pour comprendre ce qui se passe dans l'autisme, et on reste toujours devant une grande énigme comme ça. Et du coup, moi, ce que je propose, c'est de renverser ça et de dire, d'accord, les déficits, il y en a, on les connaît même très bien, depuis 20 ans qu'on les étudie. Par contre, ce qu'on connaît mal, alors qu'on sait que ça existe, c'est les talents qui sont spécifiques à l'intelligence autiste. C'est-à-dire qu'il y a des compétences cognitives qu'on va retrouver chez les autistes à un très très haut niveau, alors qu'elles sont plutôt à un bas niveau chez les personnes neurotypiques. Neurotypiques, c'est les gens qui n'ont pas de particularité cérébrale. Et donc l'idée, c'est de se concentrer sur ce que les autistes savent faire, et comment est-ce qu'on fait pour mesurer des compétences chez quelqu'un. C'est-à-dire qu'on ne va pas amener, par exemple, un enfant avec une forme d'autisme sévère au labo et lui demander de faire une tâche qui est particulièrement ennuyeuse sur un ordinateur dans une pièce qu'il ne connaît pas. Ça ne marche pas. On n'est même pas sûr qu'il va comprendre les instructions. De toute façon, l'environnement est nouveau, la tâche est ennuyeuse. Donc, ce qu'on va mesurer, c'est le mieux de bonne volonté qu'il va pouvoir produire dans ce contexte-là. Mais ça, c'est pas suffisant pour mesurer l'intelligence d'un enfant qui est non-verbal. Donc, ce qu'il faut, c'est que le labo aille dans la maison de l'enfant, dans un endroit où il est chez lui et tranquille, et sous une forme qui soit extrêmement motivante. La forme extrêmement motivante de tâches cognitives qu'on va trouver dans la maison de tous les enfants autistes, c'est le jeu vidéo. Et donc, l'idée de ce programme, qui est le programme de la matrice dont on va vous parler, c'est de proposer des tâches cognitives sous forme de jeux vidéo très appétants, que les enfants autistes vont jouer depuis chez eux. Et donc, comme un jeu vidéo, c'est très motivant et qu'on a vraiment envie de passer au niveau au-dessus, c'est là qu'on va donner tout ce qu'on a. Et c'est là qu'on va faire preuve de nos compétences qui peuvent éventuellement être au-dessus de la moyenne. Et cette approche-là, elle ne peut être complète que parce qu'en fait, on ne sait pas ce que les autistes savent faire. Et le seul moyen de savoir ce qu'ils savent faire, c'est leur poser la question. Alors, en sciences cognitives, on n'a pas trop l'habitude de poser la question à nos patients de qu'est-ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Mais en fait, si on prend le temps de le faire, on se rend compte qu'ils nous donnent plein d'informations qui sont fascinantes. Et pour beaucoup, qui sont non seulement très pertinentes, mais on se dit « Ah zut, j'aurais dû y penser avant ». Et donc l'aspect ouvert à un niveau supérieur que je propose dans mon approche, c'est que dans tous les protocoles qu'on met en place, de consulter les personnes autistes avant, c'est-à-dire lors de la
conception même du protocole. C'est-à-dire de discuter avec eux des modèles sous-jacents qu'on utilise, sur lesquels on s'appuie, de discuter de la mise en œuvre, de discuter de l'application auprès de quel et quel public, de discuter avec eux l'interprétation des données, puisque finalement, c'est quand même eux qui sont les experts de leurs conditions. En tant qu'adultes, s'ils sont arrivés à un niveau où ils peuvent communiquer soit oralement, soit par écrit, ça veut dire qu'ils ont réussi à bien compenser plein de difficultés, et donc ils connaissent très bien ces difficultés. Et donc je ne vois pas comment on peut faire de la recherche sur l'intelligence autiste sans demander aux autistes eux-mêmes qu'est-ce qu'ils considèrent avoir comme forme d'intelligence. Et donc c'est un niveau de science ouverte et citoyenne qui va bien au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire dans ma discipline. Vas-y. Du coup, effectivement, la masse de contributeurs en fait, est beaucoup plus étendue. Hein. Il y a un vrai travail de transfert de compétences auprès de toutes ces parties prenantes. Et comme tu l'as dit, on travaille sur du jeu vidéo. Donc, en fait, la notion d'outils numériques, donc de TIC, est absolument critique. Et toutes les technologies cachées dans le jeu vidéo qui vont permettre aux enfants de s'exprimer, de s'intéresser, de réagir et donc de faire en sorte que le logiciel soit apprenant. Et donc la question qui va directement avec, c'est à partir du moment où on a été capable d'exprimer donc un besoin comme tu l'as fait, comme on arrive après à rassembler aussi des parties prenantes qui vont être capables de contribuer pour réaliser en fait ces applications, ces jeux vidéo. Ce qui nous amène sur la matrice. Donc explique-moi un petit peu comment toi tu as conçu cette première. Ça tombe bien parce qu'il nous reste une dizaine de minutes. D'accord. Okay. Donc le projet qu'on a, c'est de mettre ensemble, puisqu'il y a de l'innovation pédagogique aussi derrière, c'est de prendre tout ce concept, ok, on va faire des jeux vidéo en consultant des autistes sur le contenu des jeux vidéo pour savoir ce qu'on veut mesurer. Et l'idée, c'est de mettre ensemble des étudiants en informatique, donc 42, éventuellement d'autres, et d'autres. En design. Des étudiants en design, des étudiants en pédagogie, donc les masters EdTech. Moi, j'aimerais bien ramener aussi des étudiants en sciences cognitives, ce serait pas mal qu'ils soient là, et les faire travailler ensemble pendant 6 mois sur ce projet en leur disant, ben voilà, vous créez les jeux, les tâches cognitives sous forme de jeux vidéo que vous voulez. Puisque finalement, notre expérience autour des matrices a montré que c'est très très difficile pour les étudiants de rester fixés sur un projet pendant 6 mois quand c'est pas leur projet. Ils finissent par... les premiers mois, ça va, les 2 premiers mois, ça va, mais au bout d'un moment, il y a des tensions, ils finissent par lâcher. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est que de la même manière qu'on donne la parole aux personnes autistes sur l'autisme, on voudrait donner la parole et une vraie capacité de pouvoir de création aux étudiants, c'est-à-dire de ne pas considérer les étudiants comme des prestataires de services, mais de leur dire, voilà, ce projet de recherche sera votre projet de recherche. Et la seule manière que ce soit leur projet de recherche, c'est que ce qu'ils mettent dedans, ce soit eux qui l'aient pensé. Et qui l'aient pensé en communiquant avec des personnes autistes. Donc voilà, quand je dis que c'est ouvert à tous les niveaux, évidemment, les données sont ouvertes. La question ne se pose même pas. Les jeux qu'on va faire seront sous licence ouverte aussi. Et l'accès à la discussion est ouvert à tout le monde aussi. Donc quand je dis que c'est ouvert à tous les niveaux, c'est un petit peu ça qu'on vise. Et donc ça met en fait la dernière question. On a parlé effectivement d'appartenance des projets aux contributeurs, aux étudiants. Mais il y a aussi donc du coup ce qu'ils peuvent en faire derrière. Et là, par exemple, en faisant ce premier travail, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait des problématiques en fait de confrontation de culture personnelle d'entreprise, avec par exemple les chercheurs en fait qui eux ont cette volonté d'ouvrir complètement en fait leur travail pour que ce soit complètement open source, et derrière des étudiants qui viennent contribuer pour en faire leur propre projet, et éventuellement pour transformer ce projet en entreprise derrière. Donc, comment fait-on pour valoriser un travail qui est complètement ouvert, pour créer un projet qui puisse quand même avoir une valeur économique derrière? Et en fait, il y a plein de questions sur ce sujet, et tout est à inventer, parce qu'en fait, on est dans un pays qui est particulièrement marqué par la culture du brevet, en fait, fortement poussé par l'État, par plein d'autres instituts, par plein d'institutions dans l'État en tant que tel, mais déjà par l'État, parce que le brevet est perçu comme l'élément de mesure en fait de l'innovation. Du coup, par exemple, quand on est une jeune start-up, c'est très difficile de trouver des financements sans un certain nombre de brevets, parce qu'en fait, on n'est pas crédible. Pourtant, un brevet, ça coûte très très cher à développer, ça coûte très cher à entretenir, ça coûte encore plus cher à défendre. Ça fait passer comme une passoire en fait, plein de bonnes idées qui ne sont pas brevetables, et ça empêche dans beaucoup de cas en fait, de déployer vraiment une activité pérenne. Alors l'observation, c'est que dans beaucoup de secteurs, en fait, un brevet est essentiel parce qu'il permet de rentabiliser des investissements matériels et humains énormes en fait. Par exemple en pharma, quand on développe une molécule, ça sert souvent plusieurs milliards en fait qui sont dépensés. Donc on doit se protéger.
Pour autant, il y a d'autres façons d'ériger des barrières à l'imitation qui permettent à ce type de projet en fait, d'envisager un futur économique. Donc parmi ces barrières, il y a en particulier la qualité réelle du produit. Quand on achète par exemple je sais pas, un gâteau, en fait, on va acheter le gâteau parce qu'il est bon, pas parce qu'il est protégé. C'est pareil en technologie. En fait, on peut imaginer plein d'activités dans lesquelles on va se retourner en particulier vers quelque chose de qualitatif. Après la qualité réelle, il y a aussi la qualité perçue et donc la marque. Imaginez justement tout ce qu'on peut créer en fait pour attirer les personnes autour de ces éléments-là. Il y a l'accès à la ressource rare, il y a l'accès au marché, il y a la façon de penser en fait la diffusion du produit-service qu'on peut développer. Le problème, c'est que pour l'instant, toutes ces solutions en fait, ont été adaptées pour le logiciel exclusivement, parce qu'il y a des modèles en logiciel libre, mais très très peu pour des sujets qui sont plus technologiques. Et l'une des questions, c'est de voir de quelle façon on peut trouver des moyens de travailler sur de l'open science, mais en développant des modèles économiques viables qui permettent de créer de l'activité autour de ce qui a été étudié en mode collaboratif. Donc c'est vraiment une question ouverte, en fait, c'était plus pour finir le talk et puis discuter après avec vous en mode plénière. Oui, merci beaucoup. C'est un super beau programme. On a vu, on vient de terminer avec Primavera De Filippi qui nous a exposé un petit peu les potentialités de la blockchain. Alors, est-ce que la blockchain peut avoir un impact sur la création d'un modèle économique pérenne pour votre projet ? La blockchain fait partie intégrante de mon projet de système logiciel pour protéger les données des patients dans la recherche. Ok, elle parlait aussi tout à l'heure de non seulement donc de la protection des données, mais de la rétribution à la juste valeur de chacun et chacune des participants. Tu parlais, Hassan, il y a un instant, de la volonté de certains des étudiants qui participent au projet Matrice, du coup, j'imagine, et qui aimeraient construire par-dessus la couche qu'ils ont pu développer avec vous des projets. Voilà. Est-ce qu'il y aurait un moyen de justement rétribuer les unes les autres et les uns les autres à leur juste valeur par un système de blockchain qui permettrait de reconnaître et de quantifier la valeur ajoutée de chacune au projet initial pour ensuite en faire autre chose? Alors, c'est possible, mais après, il y a la notion effectivement de chiffrage, et après, il y a la question purement humaine, en fait. Et de valeur. Quand on a un projet de création, le premier élément, c'est la confiance et le respect en fait, de chacun vis-à-vis du travail de l'autre. Donc je ne suis pas persuadé qu'en fait, introduire un système de chiffrage dans la valeur du travail de chacun va transformer les choses. Par contre, une façon de permettre effectivement de créer des couches économiques au-dessus d'un savoir-faire global, là, c'est un véritable enjeu. Et peut-être que la blockchain, ça peut aider uniquement déjà pour garantir la qualité en fait, de tout l'apport. Ça, c'est sûr. Et après, de remonter aussi aux contributeurs clés, pour pouvoir permettre de faire un développement plus pérenne, plus long et plus stable. Mais la façon de trouver le moyen de développer une activité économique dessus doit être indépendante en fait, de ces systèmes de suite de données, je pense. Alors, moi, j'ai aucun avis sur la question. Je ne fais que passer. Parce que moi, je vois bien comment la blockchain peut être utilisée quand il y a dans un modèle de développement distribué où les contributeurs ne sont pas forcément dans le même lieu, ne sont pas forcément dans le même temps non plus. Un moyen de payer les gens, c'est d'établir un système de tokens. Donc, pour une unité de travail, il y a une unité de valoriser. Et ce système, l'attribution d'un système de token, elle doit être faite. Enfin, le token, il doit être attribué suivant certains critères. Donc, c'est une forme de contrat. Tout à fait. Et là, la blockchain, avec un système associé à un système de smart contract, peut tout à fait permettre de garantir à tout le monde que quand un token est attribué à un contributeur, c'est pour les mêmes raisons qu'il soit en Chine, qu'il soit à Paris ou au Chili. Et quel que soit son âge et quel que soit le moment où il a fait. Et que quelqu'un qui a eu 100 tokens, on peut vérifier les 100 contrats et vérifier qu'à chaque fois, ça a été attribué pour des bonnes raisons. Voilà, moi j'ai pas encore une fois, je n'ai pas d'avis sur la question, mais je me pose, je contribue à la réflexion au vu de ce qui nous a été transmis il y a quelques minutes. Et puis du coup, voilà, je passe la parole à la salle. Est-ce que quelqu'un a une question, 2 questions, 3 questions, une remarque, envie d'applaudir? Bon, bah écoutez, faut lever la main. C'est toi, Ayat? Oui, c'est bien. Ah, merci. Alors, tout à l'heure, vous avez proposé, vous avez dit on pouvait participer au projet. Donc, comment on participe? Qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce qu'il faut avoir, je sais pas, un background scientifique?
Tout le monde est bienvenu, on n'a pas de sous, donc toutes les bonnes volontés sont bienvenues. C'est pour ça. C'est comme Ecopen. Tout le monde est bienvenu. Si tu sais pas quoi faire, on trouvera quelque chose. Très bien, très bien. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. Du coup, ça tombe plutôt bien. On aura l'occasion d'échanger à la suite. Il y a un petit apéritif. Je crois qu'il nous reste quelques bulles au frigo. Voilà. On aura l'occasion de prendre un pot et de discuter de façon informelle. Et le temps nous presse. Alors, nous allons passer à la table ronde. Voilà. Merci beaucoup.